Bonjour à tous. Merci à la presse d'être là pour notre session. Je salue aussi le public que nous avons ce matin. Euh, Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, notre réunion de ce jour se tient dans un contexte national dont je pense qu'il n'est pas utile que je vous le décrive, qui évidemment inquiète, sans parler d'ailleurs du contexte international qui n'en finit pas de subir des rebondissements et qui aussi souligne la gravité de l'époque que nous vivons. Je voudrais en quelques mots vous dire que nous sommes extrêmement vigilants et en alerte permanente sur les conséquences, je pense évidemment au projet de loi de finances, qu'aura le contexte budgétaire français sur le département de l'Aveyron et sur les actions que nous avons en cours. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours de cela, de m'exprimer à une autre tribune pour dire d'abord que malgré ces difficultés qui se multiplient partout, notre détermination, notre volonté, je pense même pouvoir dire notre volontarisme sont intacts et que nous voulons par tous les moyens continuer d'honorer les engagements qui sont les nôtres auprès des Aveyronnais avec deux convictions. La première, c'est que le service que nous leur rendons en proximité est un service qui leur est indispensable, sur lequel ils comptent et sur lequel ils doivent pouvoir compter dans la durée. Et donc, de cette conviction, nous tirons évidemment la leçon qui est que nous devons maintenir notre qualité de service contre vents et marées, quoi qu'il arrive. C'est un effort considérable qui est exigé de nous, évidemment, puisqu'il va falloir faire aussi bien, voire mieux avec moins. Et c'est un effort considérable que par conséquent, nous demandons à nos équipes, que je salue à travers la directrice générale des services, puisque dès l'année dernière, et ça va se traduire dans l'examen de l'ADM que vous avez ce matin à l'ordre du jour, et a fortiori pour la perspective de la préparation budgétaire de l'année 2025, il va falloir redoubler non pas uniquement d'ingéniosité, mais de savoir-faire, de compétences et, j'assume le mot aussi, de rigueur dans la gestion si nous voulons préserver l'essentiel de ce que nous portons pour les Aveyronnais. La deuxième conviction qui nous guide et qui va continuer de nous guider, c'est que tous les champs de notre action sont vitaux, mais certains sont éminemment primordiaux pour nos concitoyens. Celui des solidarités d'abord. Et il est évident que dans la situation que nous traversons, nous aurons à cœur d'être à la hauteur de l'enjeu et de faire en sorte que, à la fois, la gestion de toutes les prestations dont nous avons la charge, qui s'adressent bien entendu aux plus jeunes parmi nous, je pense à toute la politique de protection de l'enfance, mais aussi à l'autre bout aux plus anciens, et je pense à tout l'accompagnement du vieillissement et de la dépendance, continue d'être fait dans des conditions acceptables pour tous, mais surtout que dans cette période, nous ayons toujours bien présent à l'esprit la nécessité de continuer à promouvoir des modèles, des évolutions de ces modèles pour le futur. Je m'explique. Aujourd'hui, plus que jamais, des mineurs plus nombreux, dans des situations plus difficiles, ont besoin que notre service d'aide sociale à l'enfance réponde à leurs attentes et à celles des familles en détresse. Et nous faisons le constat que nous devons revisiter un certain nombre de dispositifs. Je dis cela d'ailleurs dans une semaine un peu singulière, parce que un fait divers dans un autre département que le nôtre jette l'opprobre sur l'aide sociale à l'enfance dans son ensemble, ce qui est particulièrement dommageable, parce que je crois que dans ce milieu comme dans d'autres, on ne peut pas, à partir d'un cas de défaillance, tirer des généralités
Et moi, je tiens ici à adresser à tous les professionnels qui nous accompagnent un message de soutien et de reconnaissance pour la qualité du travail qu'ils accomplissent, parce que c'est très injuste que de les mettre tous dans le même sac. Et donc, nous avons besoin de faire évoluer, de revisiter le modèle, et avec la vice-présidente en charge de ce dossier lourd, Annick Hazard, nous sommes en chemin pour le faire avec les acteurs et en synergie avec eux. Et à l'autre bout, pour ce qui est du vieillissement et de la dépendance, évidemment qu'une révision du modèle s'impose, à nous comme à d'autres, et que nous avons l'ambition de l'apporter en profondeur, en sérénité et en respectant les équilibres indispensables du territoire aveyronnais et de la population aveyronnaise qui a besoin que nous maintenions des dispositifs de proximité partout. Donc ces ambitions, il va falloir que nous puissions continuer de les atteindre dans un contexte évidemment qui se tend. Je voudrais dire également que un autre des fers de lance du projet départemental que nous portons, c'est l'attention que nous avons pour la jeunesse. Et cette attention que nous avons pour la jeunesse, j'espère que les élus départementaux en ont vécu des moments agréables et intenses en allant au contact des collégiens ces derniers jours, lors notamment de la remise des ordinateurs portables aux classes de 5e. Pour ma part, j'ai pu participer à des moments dans quelques établissements et j'ai trouvé que la jeunesse aveyronnaise était belle, qu'elle était reconnaissante, consciente du geste accompli pour elle par les Aveyronnais, accompagnée d'équipes éducatives et d'équipes tout profil confondu très engagées à ses côtés, et que c'était pour moi en tout cas des bouffées d'oxygène et d'espoir que de vivre ces moments. Nous voulons poursuivre notamment dans la rénovation du parc de collège, et nous voulons poursuivre dans un rôle de complémentarité avec les équipes éducatives, les enseignants, tous ceux qui sont auprès des jeunes, pour diffuser des messages qui sont de notre ressort sur les dimensions de valeurs républicaines, de citoyenneté. Et à cet effet, pendant cette réunion, vous sera distribué le document que j'ai entre les mains, donc ce classeur de fiches sur des aspects qui concernent les jeunes, sur lesquels fiches nos équipes ont travaillé depuis plusieurs mois et qui viennent donc, qui est sous presse, qui est en train d'être imprimé. Vous le recevrez tout chaud aussitôt qu'il sera achevé pour que vous puissiez en disposer et l'utiliser lorsque vous rencontrez nos jeunes concitoyens, et puis l'utiliser de manière plus générale pour bien connaître tous les dispositifs que nous mettons en œuvre à leur service. Et puis le troisième sujet qui doit continuer de nous préoccuper beaucoup, c'est celui de notre accompagnement aux collectivités de premier niveau, au bloc communal. Nous avons toujours posé comme un postulat le fait que la réussite de l'Aveyron passe par la réussite de chacun des territoires qui le composent. Et dans ces temps troublés, où nos budgets vont être impactés par la nécessité de contribuer à tous les niveaux au redressement des comptes publics de la France, moi je souhaite vraiment que nous puissions continuer à être le partenaire privilégié des communes et des communautés de communes qui ont besoin de nous, dont les projets ne peuvent pas se faire si nous ne sommes pas à leur côté, et auxquels nous devons garantir la solidité de nos accompagnements. Donc, tels sont les rails qui vont guider dans les prochaines semaines les travaux que nous avons à conduire pour les orientations budgétaires. Le parcours est un chemin de crête. Les prélèvements qui vont être opérés du fait de la loi de finances sur nos ressources ne sont pas suffisamment précisément définis à ce stade, et pour cause, puisque le débat parlementaire vient de démarrer, pour que je puisse en faire état. Mais à ce stade, moi je propose que nous restions dans une posture certes de vigilance et aussi évidemment de très grande surveillance sur ce que le Parlement va faire, avec l'aide d'ailleurs des parlementaires aveyronnais
que je souhaite vraiment sensibiliser à nos attentes et en particulier naturellement notre collègue Jean-Claude Anglars pour que dans le débat parlementaire il fasse attention aux effets de bord des mesures qui seront votées et qui auront des conséquences sur l'Aveyron. Mais je souhaite également que nous poursuivions sur la voie que nous avons tracée depuis 2021, à savoir celle d'une volonté farouche de continuer à agir et à la certitude que l'action de proximité que nous portons est une action efficace qui fait tous les jours la démonstration de son bien fondé sur le terrain auprès de nos concitoyens. Et c'est ainsi que nous ferons aussi la preuve que les échelons de proximité sont vitaux dans la période que traverse la France et que les départements, le département de l'Aveyron, ne doivent surtout pas être ni fragilisés ni mis en danger. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de cette réunion et on va tout de suite procéder à l'examen des rapports. Je vous remercie. Donc, le premier de ces rapports est un rapport formel qui est celui de l'approbation du procès-verbal de notre Assemblée du 26 juillet 2024. Avez-vous des remarques ou des questions sur ce PV? Je n'en vois pas, donc je le mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il est adopté. Le deuxième rapport est le compte rendu des marchés et avenants signés au titre de la délégation que vous m'avez confiée. Ils sont présentés en annexe jusqu'à la date du 25 septembre 2024. Avez-vous des questions ou des observations sur ce rapport? Je le mets aux voix. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il est adopté. Et le rapport numéro 3 est, si je puis dire, notre plat de résistance ce matin. C'est la décision modificative numéro 2. Et je laisse à Andréat le soin de vous la présenter. Bien, bonjour à tous. Donc, il s'agit sur ce rapport-là du projet de décision modificative, donc la deuxième de l'année, du budget principal qui est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 7 185 494 €. Donc, cette EDEM comprend notamment 2 487 000 € de crédits en dépenses et en recettes liés à diverses opérations comptables, et notamment une provision pour couvrir les risques d'irrecouvrabilité des titres émis dans le cadre des recours sur succession, et d'autre part, le risque de non-versement de l'extension de la prime Ségur pour 1 232 000 €. Donc, au-delà de ces opérations, eh bien, les autres dépenses s'élèvent environ à 4,7 millions d'euros. Alors, nous avons les tableaux. Donc, concernant les recettes de fonctionnement, nous avons des produits fiscaux pour 6 666 811 € qui proviennent de la redevance sur les installations hydroélectriques qui nous a été notifiée en septembre et qui est bien plus importante que prévu, puisqu'il y a des recettes plus importantes grâce aux résultats des concessions hydroélectriques qui ont été bien sûr fortement à la hausse l'année précédente, donc en 2023. Donc c'est très appréciable puisque ça fait plus de 6 millions d'euros supplémentaires. Ensuite, nous avons les divers fonds de péréquation. Tout d'abord, nous avons les fonds de péréquation des DMTO pour 1,6 million d'euros, sachant que c'est le comité des finances locales qui a décidé de mettre à distribution l'intégralité de ce fonds qui était mis en réserve. Donc ce que je veux dire, c'est que ça ne se renouvellera pas l'an prochain. Il faut bien avoir ça en tête. Et d'autre part, on a également les frais de gestion de la taxe foncière qui s'élèvent à 565 000 €. Vous avez tous pu observer dans vos relevés d'impôts locaux, si on peut dire, l'augmentation des bases. Donc par conséquent, ça suit l'augmentation des bases et ça fait pour le département 565 000. C'est appréciable également, moins pour le contribuable. D'autre part, on a la dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui est également importante puisqu'elle est de 6 millions, près de 6,3 millions d'euros. Ça, c'est lié à un changement de méthode comptable, puisqu'en effet, dorénavant, nous inscrivons ces recettes en notification
alors qu'autrefois, elles étaient inscrites à la date de versement. Donc, l'objectif étant de comptabiliser sur un même exercice la dépense et la recette. Et ensuite, nous avons divers produits de fonctionnement des ressources générales pour 2,4 millions d'euros qui proviennent de l'enfance et famille pour 330 millions d'euros, 3,3 millions d'euros, pardon. Ensuite, les personnes âgées pour 1,157 millions d'euros et divers chapitres sur les bâtiments et routes pour 675 000 euros. Voilà. Alors, certains me diront, comment se fait-il que nous avons 17 millions de recettes et que nous avons une UDM que de 7 millions d'euros? Eh bien, parce que nous avons fait le choix, et c'est le choix du président, de diminuer l'emprunt qui était prévu au budget, qui était au départ de 27 millions d'euros, et donc nous le diminuons de 10,3 millions d'euros. Et effectivement, 17 millions et demi moins 10,3 millions égale 7 185 000. Toutefois, il faut quand même noter que parmi l'ensemble de ces recettes, il y a près de 14 millions d'euros qui sont quand même des recettes exceptionnelles. Donc celles dont je vous ai parlé, notamment la péréquation des DMTO, la redevance hydroélectrique, on ne sait pas trop si l'an prochain on aura le même montant, et l'opération comptable concernant la caisse de solidarité sur l'autonomie. Donc il s'agit d'être, comme l'a dit le président, très prudent. Ensuite, concernant les dépenses. Alors, la proposition nouvelle en dépenses. Nous avons des dépenses de fonctionnement supplémentaires pour pratiquement 7,8 millions d'euros, notamment pour les personnes handicapées, 3,2 millions d'euros, qui concernent l'augmentation des coûts d'hébergement et aussi le fait qu'il y ait une nouvelle structure qui s'est ouverte à Saint-Giniès-Dolt, donc 2,7 millions d'euros. Et d'autre part, concernant la PCH, 600 000 euros supplémentaires liés à des nouveaux droits. Ensuite, concernant les personnes âgées, donc nous avons 500 000 euros qui vient que le nombre d'affiliés à l'aide sociale a augmenté de plus de 10%, donc 500 000 euros. Et enfin, nous avons l'enfance et famille pour pratiquement 1 million d'euros. Nous avons des frais ASE pour 232 000 euros qui viennent notamment de l'augmentation des coûts de transport et toujours en ASE pour 800 000 euros pour faire le détail parce que, comme l'a dit le président à l'instant, le nombre de MNA a augmenté de 25%. Donc tout ceci, on comprend que c'est des coûts supplémentaires. Par contre, nous avons sur le chapitre emploi et insertion des bonnes nouvelles puisque vous voyez moins de 2 millions d'euros et effectivement c'est essentiellement lié au RSA où avec la politique qui a été mise en place, eh bien nous gagnons, si on peut dire, 1,850 millions d'euros parce que le nombre de bénéficiaires a diminué. Nous étions à 4 300 bénéficiaires en 2023 et nous ne sommes plus qu'à 3 800 bénéficiaires du RSA. Donc cette politique d'expérimentation porte bien ses fruits. Ensuite, nous avons le chapitre des provisions, je l'avais déjà indiqué, des créances douteuses concernant les recours sur succession. Divers se dépensent en DSI 500 000 euros parce que désormais il y a des prestations d'abonnement qui sont payées en fonctionnement qui autrefois l'étaient en investissement, donc on aura moins en investissement. Et ensuite des redéploiements de crédit entre chapitres. Et vous avez le transport scolaire pour les élèves handicapés, moins 150 000 euros. Ce n'est pas du tout que l'on diminue les sommes consacrées aux élèves handicapés. C'est parce que en DM1, nous avions inscrit 150 000 euros supplémentaires, craignant, vu que les marchés étaient remis à l'appel d'offres, un surcoût dans ce domaine. Et il n'y a pas eu de surcoût, donc il est inutile de le maintenir. Et ensuite, au pôle ressources et moyens, nous avons plus 1 772 000 euros, provenant notamment du risque que l'on imagine que du non-versement de la prime Ségur de la santé, que nous-mêmes nous versons quand même. Et ensuite, nous avons pour 500 000 euros l'aéroport avec la contribution complémentaire liée à la nouvelle DSP. Voilà pour les dépenses de fonctionnement. Ensuite, en investissement, donc pratiquement 1 400 000 euros de dépenses.
avec le programme le plus important, c'est sur le chapitre des actions territoriales, avec notamment Roquefort-Demain pour 1 500 000 euros. Et ensuite, il y a des redéploiements de crédits entre chapitres, vous le voyez, entre les personnes âgées et les autres interventions sociales, moins 25 000, plus 25 000. Les mobilités, moins 215 000, mais ceci est rajouté au chapitre des bâtiments et logistiques. Et 15 000 euros pour l'archéologie. Voilà, donc après, on a le récapitulatif des dépenses nouvelles par politique, bon, mais qui reprend exactement ce qui a été indiqué. Après les budgets annexes, je ne sais pas s'ils apparaissent. Ils sont pas. Donc les budgets annexes, nous avons la maison départementale de l'enfance et de la famille avec en recettes et en dépenses 80 900 euros, avec bien entendu une participation du budget principal à ce budget annexe de 80 900 euros. Nous avons la production d'énergie équilibrée en dépenses moins 160 000 et en recettes moins 160 000. Et l'air de Brocu et Joule, dépenses et recettes à 310 000, sachant que le budget recette est abondé par le budget principal. Et ensuite, l'ensemble des autres budgets annexes n'appellent pas de décision modificative. Donc, cette DM, comme vous avez pu le voir, 17 millions d'euros de recettes est tout à fait favorable, mais elle s'inscrit, comme l'a dit le Président, dans le contexte que l'on connaît des finances publiques au niveau national, qui préfigure ce que sera notre budget 2025 avec les contraintes qui seront forcément les nôtres, compte tenu des orientations du budget 2025 de l'État, dont nous dépendons bien sûr. Et par conséquent, la plus grande prudence est requise. Merci. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. Alors, j'ouvre le débat sur cette DM. Qui souhaite prendre la parole ? Vidal. Cavalerie. Bon, première salve. Donc, Sarah Vidal. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Je voudrais juste dire quelques mots en complément de vos propos introductifs et dire aussi ici notre agacement, parce que c'est un peu plus que de l'incompréhension, contre le gouvernement lorsque celui-ci fait des collectivités territoriales des boucs émissaires. J'y viens parce que dans cette DM, on provisionne 1 230 000 euros pour la prime Ségur. Alors le fait de provisionner et de ne pas mettre en œuvre cette prime est une décision qui s'inscrit dans la ligne de l'ADF, de l'Association des départements de France, comme vous le mentionnez dans le rapport, qui exige une compensation intégrale de la part de l'État. Sur le fond, on le partage tous. L'extension de ce dispositif est une bonne nouvelle. Elle est demandée depuis plus de 2 ans par les organisations syndicales, associatives et institutionnelles du secteur sanitaire et social. On le sait, les salariés du métier du lien et du soin le méritent et leur juste reconnaissance passe aussi par une digne rémunération. Cette prime devra, quoi qu'il en soit, être versée un jour ou l'autre. Mais sur la forme, je comprends aussi ce choix aussi, qui est fait par l'ensemble des départements, parce que l'État impose des dépenses sans compensation, et pire, lorsque les dépenses publiques vont mal, eh bien le gouvernement, il fait quoi ? Il demande aux collectivités de faire des économies, laissant sous-entendre que nous aurions des marges de manœuvre illimitées, que nous serions de mauvais gestionnaires, que nous serions dépensiers et incapables de tenir nos budgets. Et c'est vrai que ce procès en incompétence des élus locaux est un peu facile. Sur la méthode, on le voit depuis plusieurs années, on impose de nouvelles mesures sans les financer et en plus on nous demande de participer au redressement des comptes publics. Donc la ficelle est un peu grosse et je voulais le dire parce que nous ne sommes pas, les élus locaux, responsables du creusement catastrophique du déficit de l'État. Je voudrais juste rappeler 2 choses. D'abord que les départements sont responsables de moins de 1% des 3 000 milliards d'euros de dette publique. Et deuxièmement, que 70% de l'investissement public, eh bien, ce sont les collectivités locales. Donc en Aveyron, nos finances, elles sont saines, mais on n'a pas non plus des marges de manœuvre illimitées. Et je voulais le dire parce que cette habitude qu'a le gouvernement de faire porter le chapeau aux collectivités,
eh bien, il interroge aussi sur notre capacité demain à apporter des réponses aux besoins de nos concitoyens, à maintenir des services publics de qualité et indispensables à la vie sur nos territoires, et comme vous l'avez rappelé, à continuer à être aussi un partenaire privilégié pour les collectivités. Voilà ce que je voulais simplement ajouter sur cette décision modificative qui s'inscrit dans un contexte particulier. Merci, Madame Vidal. Monsieur Cavalery. Je serai très bref, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Président, alors il faudrait que je revoie les PV des précédentes assemblées. Je crois que vous aviez apprécié que je cite François Mitterrand, donc je vais le refaire, qui disait que dans l'opposition on s'oppose. On le fait avec Cathy Mouly lors du vote du budget, et parce qu'on a des différences majeures avec les politiques qui sont menées au niveau départemental, et c'est heureux, parce que c'est aussi comme ça que fonctionne la démocratie. Et d'ailleurs, on voit que en même temps, on en parle sur les collectivités, ça ne fonctionne pas au niveau national, et ça ne peut pas plus fonctionner au niveau local. Mais parce qu'une DM, ça n'a rien d'autre que de technique au niveau financier et d'ajustement, en cohérence avec ce qu'on fait depuis de nombreuses années également, on s'abstiendra pour ne pas faire de l'obstruction systématique, tout simplement. Je vous remercie. C'est une évolution notable. Merci. Monsieur Évolution notable, Monsieur le Premier vice-président. Nous nous abstenons à chaque DM. Monsieur Cantourné. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, une question sur l'aéroport de Rodez-Aveyron, qui est un des outils de désenclavement de notre territoire, puisque dans la décision modificative, il y a une inscription de 521 057 € de contribution complémentaire versée au syndicat mixte suite à l'attribution de la DSP Rodez-Paris. Et c'est précisément sur cette DSP que je souhaite intervenir, puisque bon, sur 2024, avec les 521 057, ça fera 4 100 000. Avec la nouvelle DSP sur 4 ans, c'est au total pour l'ensemble des financeurs 27 millions contre 9,6 millions sous la précédente DSP. La question est la suivante: est-ce que le modèle économique de l'aéroport est tenable à terme sans une augmentation significative du nombre de passagers sur la ligne Rodez-Paris? Alors, merci beaucoup. Je vais peut-être commencer par cette question avant de revenir d'un mot sur quelques considérations plus générales sur le budget de la France et nos budgets. La DSP que nous venons de signer donc, pour les 4 ans qui arrivent est une DSP dont le coût, non pas résiduel, mais le coût qui va peser sur les collectivités est de 25 millions, dont il va falloir quand même défalquer la participation de l'État à travers la DGAC, puisque vous savez que nous sommes accompagnés par l'État à travers la DGAC sur le déficit de la ligne, étant donné que c'est une ligne d'aménagement du territoire et que donc elle est reconnue d'intérêt national. Ce qui n'est pas complètement calé à ce stade, c'est la hauteur de l'accompagnement de l'État sur les 2 dernières années, puisqu'il se trouve que nous avons signé la DSP entre 2 gouvernements, à une période où il y avait une forme de vacance du pouvoir, et que le gouvernement, à travers la DGAC, s'est engagé à maintenir l'accompagnement à la hauteur où il était précédemment, c'est-à-dire 54% du déficit sur les 2 premières années. Pour ne rien cacher, j'ai un rendez-vous avec le ministre des Transports tout à fait prochainement pour clarifier la position de l'État sur la suite. Quoi qu'il en soit, rien ne nous porte à penser à ce stade que l'État va se désengager. Nous voulons sécuriser la hauteur de cet engagement. Premier point. Deuxième point, la DSP précédente qui s'est déroulée pendant la période de la Covid était effectivement basée sur une charge pour les collectivités et l'État d'à peu près 10 millions. Quand vous mentionnez maintenant 25, donc 2,5 fois moins. Mais, la période de la Covid a fait qu'il a fallu surcompenser pendant les 4 ans, en dehors des contours de ce contrat initial qui avait été signé en 2019, et, je le précise, toutes les surcompensations qui ont été exigées de nous par la compagnie pour pouvoir continuer d'exploiter la ligne,
se sont faites sans intervention de l'État. C'est-à-dire que l'État ne nous a pas aidés sur les surcompensations. À ce stade, je ne suis pas en mesure de dire précisément à combien vont s'élever ces surcompensations sur la totalité de la durée, puisque la dernière année, qu'on appelait nous en termes techniques l'année 4 de la DSP, c'est-à-dire l'année à cheval entre fin 2023 et 2024 et première moitié de 2024, n'est pas soldée pour la bonne et simple raison que les calculs doivent être faits par l'exploitant et ensuite validés par la DGAC qui doit apposer son imprimatur sur la feuille que fournit l'exploitant. Donc, dans quelques semaines, quelques mois, on sera en mesure de nous dire combien a coûté la surcompensation. J'ai la faiblesse de penser qu'on ne doit pas être très loin, tout ajouté, de ce que va représenter comme charge le nouveau contrat que nous avons signé. Mais nous serons parfaitement transparents vis-à-vis de l'Assemblée départementale lorsque nous disposerons des chiffres définitifs. Troisième élément, le choix qui a été fait par le syndicat mixte que je préside, d'abord est un choix conforme au code de la commande publique. Il y a eu un appel à concurrence, il y a eu 3 candidats, les offres ont été épluchées avec des critères qui étaient fixés à l'avance, un cahier des charges précis, et ça a donné lieu à un choix. Ce choix s'est porté sur une compagnie qui a la particularité d'exploiter la ligne avec un avion de plus grande capacité que ceux qui étaient proposés précédemment et qui a la deuxième particularité d'avoir une politique tarifaire attractive. La commission d'appel d'offres, la commission de délégation de services publics du syndicat mixte et les élus du syndicat mixte ont jugé que ces 2 caractéristiques donnaient un élan nouveau à la plateforme aéroportuaire de Rodez, mais surtout à cette liaison Aveyron-Paris quotidienne. Élan nouveau, pourquoi ? Parce que d'abord, ça démocratise l'accès à l'avion pour se rendre à Paris, puisque les tarifs font que des gens qui jusque-là n'utilisaient pas la ligne peuvent le faire maintenant. Je pense en particulier justement aux individuels dont le billet n'est pas pris en charge par une entreprise ou un établissement public, qu'on voit d'ailleurs dans l'avion. Pour ceux qui l'avaient fréquenté, on y voit beaucoup de têtes nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude d'y croiser. Et deuxièmement, la plus grande capacité de l'avion fait que naturellement le nombre de PAX en termes aéronautiques quotidiens est plus élevé. Alors je suis un peu navré de lire encore dans de la presse polémique et satirique qu'il n'y a pas de fréquentation. C'est faux, Nous sommes nous-mêmes agréablement surpris de la pente de fréquentation qu'a pris cette ligne très rapidement après le démarrage de l'activité par la compagnie actuellement détentrice du marché. Donc, globalement, satisfait sur ce qui a présidé au choix. Naturellement, je vous rejoins, la charge est considérable, très 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 considérable. Mais je crois que dans cet hémicycle, à des moments où nous avions des doutes sur notre capacité à avoir un exploitant pour la ligne, tout le monde, je n'ai jamais entendu de voix dissonante là-dessus, s'accorder à dire que nous devions tout faire pour maintenir une liaison aérienne entre l'Aveyron et Paris. Donc nous avons tout fait, nous faisons tout. Moi, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne sais pas si dans la durée, au-delà des 4 ans, on s'est engagé pour 4 ans, il va falloir tenir les 4 ans. Est-ce que dans la durée, au-delà des 4 ans, si par malheur, les coûts continuaient de s'envoler de manière aussi vertigineuse, nous pourrions assumer? Je crois que la réponse est clairement non. Est-ce que nous avons atteint maintenant un plateau qui fait que les coûts de cette aviation civile vont pouvoir se stabiliser? Je n'ai pas d'illusion sur le fait qu'on redescende beaucoup plus bas, mais est-ce qu'ils vont se stabiliser? Je n'en sais rien. Pour être tout à fait transparent, les analystes n'en savent rien non plus. J'attire l'attention aussi de l'Assemblée et du sénateur sur le fait que les choix qui seront faits au PLF sur la taxation sur les billets d'avion, bien sûr que ça plaît aux foules quand on dit on va taxer les billets d'avion
puisque si l'imaginaire collectif a dans la tête que l'utilisateur de l'avion, c'est le très riche homme d'affaires CSP++, qui peut payer 3, 4, 5 000 euros le billet, et donc doit payer des taxes également, naturellement on trouve logique de le prélever, de lui prélever davantage de fiscalité. Or, vous savez, et moi aussi, que l'utilisateur de notre ligne aérienne Aveyron-Paris n'est pas du tout ce profil-là. Et que si sur un billet qui coûte aujourd'hui parfois 55 ou 60 euros pour un trajet aller ou retour, on a des taxes aussi élevées demain que le prix du billet, ça va avoir un effet sur la fréquentation. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder aussi dans la manière dont on taxe indifféremment des catégories de gens qui renferment des profils et des usages très différents. Mais nous pensons, nous, que la nécessité de désenclavement par cette desserte aérienne, elle est indispensable pour l'économie, c'est clair, mais aussi pour tout un chacun. Ensuite, sur les autres considérations que vous avez énoncées, notamment Sarah Vidal, évidemment que moi je suis comme vous, et je l'ai d'ailleurs dit publiquement, dans l'incompréhension d'un discours politique national qui viserait à rendre les collectivités responsables de la situation budgétaire du pays. D'abord, vous l'avez dit, la part de dette que détiennent les collectivités dans la dette globale de la France est infime, c'est le cas de le dire, mais surtout, c'est une dette qui n'a été contractée que pour des investissements, contrairement à ce que fait l'État qui, lui, s'endette pour payer des charges de fonctionnement. Je le dis de manière très abrupte, mais c'est la réalité. En 2024, à partir du 1er septembre, tous les fonctionnaires d'État ont perçu leur rémunération sous forme de crédits contractés par l'État que les générations futures devront rembourser. Je ne sais pas si vous imaginez que nous pourrions payer nos collaborateurs en empruntant de l'argent auprès d'une banque. C'est ce qui s'est passé. Donc la dette des collectivités est une dette entre guillemets saine, puisque c'est une dette qui couvre des investissements. Si on regarde un peu plus en zoom la dette du département de l'Aveyron, elle est particulièrement saine parce qu'elle a couvert des investissements qui ont été pour la plupart soutenus à une très large majorité par l'Assemblée départementale, qui correspondent aux besoins des Aveyronnais dans les compétences que nous exerçons, et elle est surtout contenue, nous l'avons d'ailleurs diminuée en volume depuis 2021, et elle est contenue dans la mesure où si nous devions la rembourser intégralement d'un coup, ça nous prendrait un peu plus de 3 ans, ce qui nous place dans la catégorie des collectivités dont les finances sont saines, et je vous remercie d'ailleurs de le reconnaître et de l'énoncer. Bon. Ceci étant, l'autre singularité de l'expression surtout de Bruno Le Maire à la fin de son parcours, quoi qu'on pense par ailleurs de ce qu'il a fait ou pas fait, c'est qu'il a omis de reconnaître que dans l'augmentation des budgets de certaines collectivités, dont la nôtre, et moi je le reconnais en revanche, notre budget a augmenté, nos dépenses et nos recettes ont augmenté au fil des ans avec une accélération marquée dans les dernières années, non pas parce que nous on a ouvert le robinet et qu'on s'est mis, pardonnez-moi l'expression, à jeter l'argent par les fenêtres, mais parce qu'il a fallu que nous assumions à la fois des compétences que l'État a progressivement renoncé à assumer et nous a subrepticement, plus ou moins subrepticement, délesté pour que nous le fassions à sa place. Donc ça a pesé dans nos budgets. Et deuxièmement, parce que l'État a pris des décisions unilatérales qui ont impacté nos dépenses sans que nous ayons de compensation. Vous avez cité la prime Ségur, qui est vraiment l'avatar de la lâcheté d'un État qui a signé un décret d'extension de la prime Ségur au moment où les ministres faisaient leurs valises. C'est Mme Vautrin, ministre de la Santé, qui a signé ce décret alors qu'elle était en train de ranger ses derniers cartons. Bon. Et évidemment, elle n'a pas prévu la compensation, d'où notre décision de provisionner ces fonds pour pouvoir exiger de l'État qu'il nous compense de manière à ce que nous les versions. Mais il y en a eu d'autres.
parmi les plus marquantes pour notre budget 2024, et 2023 d'ailleurs, c'est l'augmentation du point d'indice de la fonction publique. Personne, et surtout pas nous, ne conteste le fait qu'il fallait indexer la rémunération des agents publics sur l'inflation, d'une manière ou d'une autre. Ça n'avait pas été fait depuis plus de 10 ans. Bon. Mais l'État l'a fait par une décision unilatérale, sans aucune, alors même sans parler de compensation, sans aucune concertation avec les employeurs publics locaux. Donc nous, on a pris 2 fois la gifle, une fois plus 3,5, une fois plus 1,5 en quelques mois, et ce sont des dépenses qu'il a fallu et qu'il faut continuer d'honorer, puisqu'en plus elles ne sont pas one-shot, elles sont récurrentes. La moindre des choses serait au moins de reconnaître que cette augmentation-là des dépenses plus quelques autres ne peuvent pas être imputées à des choix des collectivités qui seraient, comme vous le disiez d'ailleurs très justement, mauvaises gestionnaires. On n'est pas mauvais gestionnaire quand on applique une décision que l'État nous impose. L'État est très mauvais gestionnaire d'abord de sa relation avec les collectivités, mais au-delà de ça aussi, du dialogue social et politique national quand il se comporte de la sorte. Ce qui signifie que moi, aujourd'hui, ma position, comme je l'ai énoncé en introduction, et en votre nom, je l'espère, est une position de vigilance et de fermeté sur la manière dont nous allons être traités maintenant dans les semaines qui arrivent et ce que ça permettra que nous continuions de faire dans les mois et les années qui arrivent. Mais c'est aussi une position de demande d'une réforme beaucoup plus profonde. On ne peut pas continuer en France d'avoir des acteurs publics locaux comme nous, avec des responsabilités aussi importantes que celles que nous exerçons. Moi, je prends un exemple tiré au hasard et je pourrais multiplier à l'envi, mais quand on est en charge de la protection de l'enfance, ce sont sur nos épaules, moi sur mes épaules, et je peux vous dire que j'en suis conscient, c'est un poids pénal qui pèse tous les jours. Et au-delà de ce poids pénal, la conscience du fait que nous avons entre nos mains le sort de mineurs que la vie frappe des pires malheurs dès leur plus jeune âge, je crois que ça mérite quand même que la nation s'interroge sur la façon dont on permet que ces missions soient exécutées de manière respectueuse des destins individuels qu'on a entre nos mains et de la qualité des soins, parce que c'est presque des soins qu'on doit prodiguer à ces individus. Et ce n'est pas par des coups de rabot sur des budgets qu'on traite ces questions-là. Donc la réforme, elle doit être beaucoup plus profonde et structurelle pour permettre qu'il y ait, à un moment donné, une équivalence entre des ressources fiables, pérennes, et des missions qui doivent s'inscrire dans le temps et qui ne peuvent pas subir des saccades. On ne peut pas dire un an, on s'occupe bien des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, et l'année d'après, parce qu'il n'y a plus de sous, on arrête. On ne peut pas faire ça. Bon. Donc, je crois que si on doit trouver un point d'accord entre nous, et c'est sûrement possible, c'est qu'il faut que nous demandions 2 choses. Un, qu'on nous garantisse le fait que le portage en proximité de toutes les politiques que nous portons va s'inscrire dans le temps. Moi, je ne vois pas par quelle réforme sortie de la tête d'énarques qui ne connaissent pas le terrain, on pourrait mieux faire auprès des gens ce que nous faisons. Et 2, que dans les mois qui arrivent, il ne faut pas attendre 10 ans, il ne faut pas attendre une autre présidentielle et un autre projet politique national, il faut revisiter le financement, non pas des collectivités, mais le financement des politiques publiques. Et il faut arrêter d'avoir ce décloisonnement entre une réalité de compétences, d'exercice de mission et les ressources qui sont nécessaires pour les exercer. Si on fait ça, je vais dans votre sens aussi, responsabiliser des acteurs locaux. Je pense qu'on n'est pas des lapins de 4 semaines, on est capable de comprendre la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Et puis si d'aventure on ne l'était pas, on est aussi des élus très locaux, à portée de baffe de nos électeurs, qui sauront nous le rappeler. Donc je crois que ça a une vertu aussi démocratique que de permettre que ces responsabilités s'exercent en local. Et bien entendu, que ces modifications structurelles se fassent dans une réelle concertation.
Moi, le bras de fer avec le Parlement, le gouvernement ou un quelconque président de la République ne nous intéresse pas. Moi, je ne vais pas vous solliciter pour qu'on aille défiler dans la rue. Je crois que les Aveyronnais attendent autre chose de nous. Par contre, on doit être considéré comme adulte et responsable dans un dialogue avec un État qui doit repenser son modèle. Et c'est à lui de le faire en premier. Et moi, je souscris parfaitement à cette analyse. Voilà ce que je voulais répondre à vos interventions. Y en a-t-il d'autres? Oui, Jean-Claude Anglars. Allez-y. Merci. 2 mots simplement, puisqu'on a évoqué le débat national. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais rappeler que je souscris parfaitement à ce qu'a dit Arnaud par rapport à sa vision, bien sûr, par rapport aux collectivités territoriales. Rappeler aussi que dans les 5 milliards qui sont prévus, annoncés du moins, de prélèvements sur les collectivités territoriales, je me rassure qu'il a été dit dans un premier temps que le département de l'Aveyron serait, n'est-ce pas, ne serait pas concerné par un prélèvement avec quelques autres départements, et ça c'est quelque chose qui nous rassure. Ensuite, une deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport donc au débat des finances qui commence, de l'examen à l'Assemblée et au Sénat. Le président du Sénat, le président de la Commission des finances et le rapporteur général se sont déjà exprimés, vous les avez vus dans ce débat-là, pour dire qu'effectivement, il fallait ne pas faire supporter, ça a été dit ce matin, aux collectivités territoriales, quelque chose dans lequel elles ne sont pas concernées, même si tout le monde doit participer au redressement, puisque la France, elle est dans la situation financière que vous savez. Voilà, je l'indique. Deuxièmement, c'est la façon d'aborder les sujets par rapport aux différents points qui a été évoqué. Arnaud a évoqué donc l'aéroport, par exemple, et ce qui est prévu dans la loi de finances par rapport aux billets d'avion. La façon dont on aborde le sujet, dont j'aborde le sujet avec mon collègue Alain Marc et d'autres, c'est de trouver toujours la différenciation pour le département de l'Aveyron. C'est pour ça que, par exemple, cette semaine, j'ai ressoulevé la question du barrage qui n'avance pas de Montézic, n'est-ce pas, à Mme Pannier-Runacher, parce que là, dans les recettes des départements, c'est marqué, la redevance des concessions est un élément important, et chaque fois, si on arrive à résoudre ce problème, n'est-ce pas, des 500 millions d'euros d'investissement qui doivent être réalisés à Montézic, on améliorera forcément les recettes des collectivités. Je le dis en dehors du fond du sujet, du projet, qui est quelque chose de vertueux et pour lequel nous avons bien vu que Mme Pannier-Runacher, qui est toujours la personne qui s'occupe de ce dossier, à notre grand regret, oui. Nous avons compris donc qu'il fallait que nous traitions le sujet avec Michel Barnier, ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent. Je le dis parce que c'est un problème européen, voilà, et EDF est prêt. Je le dis aussi, voilà, c'est un élément important. Je voulais, moi, dans les bonnes nouvelles aussi, féliciter la commune de l'Aïole. Parce que le couteau de l'Aïole, vous savez, il y a un autre sujet qui concerne le couteau de l'Aïole. Et puis on a vu que l'INPI, n'est-ce pas, ce matin, avait conclu favorablement. Donc moi, je m'en félicite. Je dis aussi que nous battons sur un sujet qui concerne le couteau. Vous savez qu'il y a des textes qui circulent, n'est-ce pas, pour que le couteau qui est à la poche, plié, effectivement, soit considéré voilà, comme une arme, etc., etc. Il y a plusieurs grandes collectivités qui sont soumises donc à une réflexion sur ce sujet. Et donc avec le ministre de l'Intérieur, nous faisons le nécessaire pour que cette expérimentation qui soit en cours ne concerne pas nos couteaux aveyronnais. Il y en a 5 couteaux aveyronnais, bien sûr le Laïol emblématique, mais il y a le Liadou. Il y a le couteau de Najac, voilà. Il y a le Sauveterre, etc., etc. Nous avons identifié 5 couteaux. Donc voilà, qu'on applique avec mesure cette règle, je le dis parce que ça fait partie de notre travail au quotidien, et je remercie ceux qui nous transmettent les éléments, pour que nous puissions faire jouer à fond la différenciation pour nos territoires. La différenciation pour nos territoires. Voilà. Merci. Oui, Vincent Alazard. Oui, alors... Merci Jean-Claude. J'avais prévu d'intervenir sur 2 points où on se retrouve. C'est les barrages, puisqu'on a vu la contribution supplémentaire que l'on a eue et l'importance à chaque fois qu'on est au contact des responsables EDF avec Annie, où à chaque fois revient sur la table l'évolution de la situation des barrages, et notamment de la concession, puisque
certes, EDF continue d'investir sur l'existant, mais ça a bien été dit, il y a un enjeu très fort avec Montésy 2 qui permettrait de doubler la production et donc de pouvoir avoir des ressources, comme tu l'as dit, et te féliciter, Jean-Claude, puisque tu as intervenu, je crois, cette semaine sur ce domaine-là, et il faut que tous les élus, et je sais que notre président aussi, s'intéressent à ce dossier-là, puisque ça nous permettrait d'avoir des ressources supplémentaires. Et ensuite, tu as évoqué la situation, la bonne nouvelle du jour, puisqu'on était plutôt sur pas forcément des bonnes nouvelles aujourd'hui financières. Voilà, moi je suis très heureux, puisque ça a été dit, c'est un combat qui a démarré il y a plus de 10 ans. Alors il y a eu l'affaire Layol qui a été en parallèle aussi avec l'indication géographique. L'un et l'autre nous a permis à un moment donné d'avoir une loi, je rappelle, qui était la loi Hamon, avec une indication géographique. Voilà. Et aujourd'hui, on aboutit enfin. Et ça, l'aboutissement, je voudrais remercier. D'abord, il y a eu la solidarité locale, collectivités et syndicats des couteliers. Et aussi, je veux absolument remercier aussi notre président, Arnaud Viala, voilà, qui nous a soutenus. Toi, bien sûr, Jean-Claude, Alain, voilà, les sénateurs et puis députés aussi, Stéphane. Tout le monde a été solidaire, je dirais, dans ce combat-là. Et je crois c'est un bel exemple, je dirais, de réussite quand on sait du coup être unis et de rien lâcher. Voilà, simplement, voilà. Merci beaucoup. Pas d'autres interventions. Alors, je voudrais quand même revenir d'un mot sur les chiffres, parce que le rapporteur général du budget me le souffle. Grâce aux recettes nouvelles que que je m'apprête à soumettre au vote, peut-être n'en avons-nous pas suffisamment insisté là-dessus, nous réduisons de 10 millions d'euros l'emprunt que nous avions prévu au budget primitif. Ça veut dire que dans un contexte où on parle beaucoup de dettes et donc de ce qu'on lèguerait aux générations futures, nous on est dans une démarche justement de moins hypothéquer l'avenir que ce que nous avions imaginé. Alors je rappelle qu'on avait prévu un emprunt à hauteur d'un peu plus de 15 millions d'euros dans le budget primitif, ce qui était déjà relativement modéré par rapport au niveau d'investissement que nous avons sur l'année en cours. Et grâce aux recettes nouvelles que nous inscrivons à cette DM2, nous le réduisons de presque 10 millions. Donc c'est quand même aussi à avoir en tête lorsqu'on s'apprête à se prononcer sur l'ADM. Ce que je vous demande de faire maintenant, qui est contre, qui s'abstient, et donc elle est adoptée, je vous remercie. On passe au rapport suivant, qui est le rapport annuel de la SEM R12, qui vous a été remis, bien sûr, en annexe de la convocation. Avez-vous des questions là-dessus? Oui. Moi, je n'ai pas une question, mais je voudrais faire une intervention sur l'aéroport. Alors, j'aurais pu la faire tout à l'heure dans les interventions. Et je vais la faire au titre des élus du Sud-Aveyron. Jusqu'à présent, les élus du Sud-Aveyron qui siègent dans cet hémicycle, comme tous les élus aveyronnais, étaient solidaires de la contribution qu'avait le département pour l'aéroport et avec les différents opérateurs qu'il y a eu jusqu'à présent. Et moi, je voulais intervenir sur le nouvel opérateur qui opère Volotea, dont on parle dans la presse, comme tu l'as bien précisé, mais et le nouveau service qu'il apporte. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec un avion plus grand, avec une politique tarifaire, mais tu l'as évoqué il y a quelques instants, drague un nouveau public, dont un nouveau public du Sud-Aveyron, qui avait pour proximité géographique privilégiée soit le TGV à Montpellier, soit Transavia à Montpellier, qui fait le choix maintenant d'utiliser l'aéroport de Rodez. Et je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en considération et qui est important de rappeler ici, c'est que ça joue le choix de Volotea à Rodez avec la politique tarifaire qui est la sienne, donc la nôtre, quand on a choisi avec la SEM cet opérateur. Elle a tout un intérêt départemental et un intérêt à l'échelle de l'Aveyron. Je veux le dire au titre des élus du Sud-Aveyron. Merci. Et nous qui sommes élus du Sud-Aveyron, je me mets dans le lot.
soyons aussi prescripteurs de ça, parce que c'est vrai que parfois, cette barrière imaginaire que constitue d'ailleurs un peu le Lévézou, hein, entre le... est très imaginaire. Il faut contribuer à achever de l'abattre. Voilà. Merci. Donc ce rapport n'appelle pas d'autres observations. Je le mets aux voix. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Il est adopté. Et le dernier rapport de notre session, c'est donc celui sur les collèges que présente Magali Bessaou. Merci Président. Alors rapidement, puisque c'est un rapport que vous connaissez par cœur, c'est la participation des départements aux dépenses de fonctionnement des collèges publics et privés pour l'année 2025. Donc concernant les collèges publics, une dotation de fonctionnement qui s'élève à 2 573 722 €. Donc les critères de calcul ont été présentés au CDEN du 3 septembre dernier, comme c'est la règle, et ils sont inchangés. Vous vous souvenez que nous nous réservons le droit de pondérer le montant de la dotation en fonction du montant des fonds de roulement que vous trouverez en annexe 4. Et cette année, sachez en fait qu'aucun établissement ne sera concerné par un écrêtement. Les collèges publics aveyronnais accueillent cette année 7 242 élèves, donc c'est 165 de moins que l'an dernier. Le calcul de la dotation de fonctionnement donc conduit à un coût élève de 288,57 € pour 2025. La DGF 2023 avait été abondée, souvenez-vous, de 400 000 €, ce qui a engendré quand même une augmentation du coût élève de 16,58% par rapport à 2022. Puis 8 établissements ont reçu ensuite un complément de dotation pour un montant total de 120 000 € en fin d'année dernière. Les dotations de viabilisation 2024 ont été maintenues à un niveau élevé et 5 des établissements aveyronnais, vous le verrez tout à l'heure, vont percevoir une subvention complémentaire pour abonder leur fonds de roulement. Nous avons engagé en 2024 d'importants investissements sur les collèges et la finalisation du schéma directeur énergie-carbone tout début 2025 permettra d'arrêter une stratégie d'investissement pour la décarbonation des collèges. On en a souvent parlé, mais dans le but bien sûr de réduire fortement la facture énergétique. La santé financière globale de nos établissements reste stable puisque le montant total des fonds de roulement estimé au 30 septembre dernier s'élève à 1 304 231 €, là où il était d'1 317 199 € en 2023. Vous trouverez en annexe d'ailleurs le détail des dotations de fonctionnement 2025 par établissement, donc vous y retrouverez tous vos petits. Concernant le prix de la restauration, donc le prix de base d'un repas élève s'élève à 3,08 €. Des outils tels que les groupements de commandes ou agri-local aident à l'achat de produits locaux ou à prix négocié. Et le projet alimentaire territorial permettra de renforcer et de développer et de favoriser bien sûr l'approvisionnement local. Sur cette base, il vous est proposé de maintenir le prix du repas à 3,08 € ainsi que les autres tarifs de demi-pension et d'internat que vous trouverez tout détaillés dans l'annexe 2. Concernant la participation des familles et la rémunération des personnels des services d'hébergement pour 2024, il vous est proposé de reconduire également le taux de participation à 22,5%. Concernant les collèges privés, donc le forfait d'externat par matériel et EPS s'élève à 1 526 734 €. Les établissements privés accueillent cette année 4 410 élèves, donc une augmentation de 4 élèves, autant dire que c'est équivalent à l'an dernier. Le forfait d'externat est en fonction d'un coût d'un élève externe dans les collèges publics, ce qui est pour 2025 s'établit à 285,62 €, majoré de 5%. Donc pour 2025, le coût d'un élève d'un collège privé s'établit à 299,90 €, majoré pour les 80 premiers élèves. Donc ça fait qu'il s'élève à 363,04 € pour cela et 265,85 € pour les suivants. Au regard des effectifs constatés donc à la rentrée 2024, le forfait d'externat par matériel dédié au collège privé s'élèverait donc à ces 1 322 552 € pour 2025. À ce forfait par matériel, comme pour les collèges privés bien sûr, s'ajoute le forfait EPS d'un montant de 204 180 €. Vous avez le détail de tout ces dotations de 2025 en annexe. Voilà, Président. Pardon. Merci beaucoup. Avez-vous des questions sur ce rapport? Je le mets aux voix. Qui est d'avis de l'adopter? Pardon, qui s'oppose? Excusez-moi, qui s'oppose? Qui s'abstient? Il est adopté. Merci beaucoup. Et c'était le dernier rapport de notre séance